Here we go, fighting just to see another. Hey, salut tout le monde, c'est DuBoism. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de notre série d'enseignements intitulée Pourquoi pas l'évolution. Donc, en gros, comment ça va se passer là, premièrement, je veux juste apporter des précisions pour... je pense que je l'avais déjà dit, mais peut-être pour ceux qui regardent pas mes vidéos de jeux vidéo. Je veux faire cette précision que à partir de maintenant, aujourd'hui, on est le bon moment où vous le regardez. En fait, je sais pas en fait à quel moment vous allez le regarder, mais au moment où est-ce qu'il est sorti, on devrait être le... attends, là, si je dis pas de bêtises, on est rendu en février. On serait rendu le 6 février. J'avais pas encore changé sur mon calendrier. Donc, 6 février. 6 février, ouais, bon. Puis, là, je tourne présentement le 5. Mais il vous faut savoir que les vidéos vont sortir à toutes les 2 semaines. Donc, première et troisième semaine de chaque mois. C'est la précision que je voulais faire à propos de ça. Sinon, faut vous dire que ça fait exactement aujourd'hui 4 semaines. 4 semaines, ouais, 4 semaines. Donc, approximativement un mois. Que la DBS House, ma chaîne, elle est ouverte et qu'elle est active. Donc, je remercie mes... Mais là, je sais pas trop si c'est 9 ou 11 abonnés. Parce que YouTube arrête pas de me dire que c'est 9 parce que c'est 11. Fait que, en tout cas, je remercie tous mes abonnés, peu importe j'en ai combien, pour m'avoir soutenu pendant ce premier mois. Sinon, plus spécifiquement au niveau de cette série vidéo, j'aimerais préciser premièrement que il y a beaucoup de choses que je vais dire que en temps normal, si supposons on serait vraiment sérieux dans notre affaire, que je mettrais des références. Mais étant donné que mettre des références là-dedans, ça serait vraiment trop lourd, et qu'à un moment donné vous lâcheriez, je les ai pas mis, mais je les ai toutes. Fait que si quelqu'un qui est vraiment sceptique, et qui veut pas me croire, qui veut des preuves, bien, qu'il m'écrive et je lui donnerai toutes les preuves dont il voudra. Toutes les preuves qu'il voudra, ouais. Est-ce que j'avais autre chose à dire à ce propos? Non, c'est ça, bon. Donc, l'étude d'aujourd'hui, je l'ai intitulée Un tour dans le musée. Donc, je sais pas si vous aimez les musées. Moi, je suis pas un grand fan des musées, mais j'aime quand même y aller parfois, faire un tour dans les musées, regarder les différentes sections qu'ils nous offrent. C'est souvent intéressant parce que les musées, c'est un grand centre culturel. Bon, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais des fois, les musées, c'est comme des films. Des fois, on dit souvent, les films, c'est pas représentatif de la réalité. Souvent, quand il arrive des choses, c'est souvent comme arrangé avec le gars des vues. Ben, on va voir que dans les musées, là, c'est surtout quand on arrive dans la science historique, c'est-à-dire tout ce qui y a trait à l'évolution, parce que l'évolution traite beaucoup de la science historique. Mais quand on arrive dans les musées, dans les sections où est-ce qu'il y a les ossements de dinosaures, ou que là il va commencer à parler des hommes singes ou des trucs du genre, on va voir que c'est souvent arrangé avec le gars des vues. Mais avant, je vais faire une petite introduction
rapido presto, sur toute l'étude au complet. J'avais déjà fait une plus grosse introduction la semaine passée. Puis si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Mais en bref, donc l'introduction que j'ai nommée Darwin. 3 petits points. Parce que bien sûr, il y a comme une suite. Et c'est ce que nous allons voir. Donc Darwin, l'abominable imposture. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire une imposture? Là, je vous pose la question, je vous laisse quelques temps pour réfléchir. Je vais vous donner la réponse. Une imposture, en fait, c'est comme une tricherie. Quand on va dire de quelqu'un qui est un imposteur, on va dire qu'il a comme trompé l'autre personne, qu'il a comme rejoint l'autre camp, qui dit des mensonges, qui va faire courir quelqu'un ou quelque chose à sa perte, ben, on appelle ça un imposteur. Puis l'acte que l'imposteur commet, c'est une imposture. Donc, Darwin, l'abominable imposture. Donc ici, c'est une caricature qui a figuré dans un journal américain, je crois, ou britannique, je me rappelle plus, mais c'est une caricature de Darwin qui illustre vraiment bien, en fait, la théorie qu'il apportait avec notre descendance des singes. Donc, Darwin, l'abominable imposture, face à quoi? Face à qui? C'est ce que nous verrons. On va voir, premièrement, que c'est une véritable imposture face à la vraie science. C'est-à-dire que la science apporte des faits, la science apporte des vérités, puis la théorie de l'évolution ne vient jouer en fait comme un imposteur vis-à-vis la véritable science. Puis ça, pendant les études qu'on va avoir ensemble, je vais avoir grandement le temps de vous le prouver. Ensuite, face au créateur, parce que bien entendu, imaginez que vous êtes bon, n'importe quoi. Vous créez un objet. Okay. Vous créez un objet, supposons un cheval de bois. Là, le cheval de bois, il commence à bouger. Puis, après ça, il vient dire que le cheval de bois, il va dire à tout le monde qu'il n'y a personne qui l'a créé, mais qu'il descend directement de l'arbre, puis que, par hasard, et avec le temps, il est devenu ce qu'il est présentement. Donc, c'est une image un peu simpliste, mais qui illustre bien vraiment ce que peut voir Dieu, le Créateur, j'entends, que ce soit Dieu ou n'importe qui d'autre. Mais moi, je vais parler de Dieu, parce que je suis chrétien. Mais Dieu, ce qui est en train de ressentir, il nous a créé tout. Puis pour ça, on s'en va dire qu'on descend du singe, on descend du poisson, on descend d'une cellule unique à la base. On descend de rien, parce qu'avant le Big Bang, il n'y avait rien, selon la théorie de l'évolution. Puis, imaginez comment que Dieu il doit se sentir face à ça. C'est une bonne question à se poser. Fait que, la théorie de l'évolution, c'est comme un imposteur face à Dieu. Ensuite, il y a face aussi à l'homme. Puisque si la théorie de l'évolution n'est pas vraie, parce que vous douterez bien que, étant donné que c'est ça qu'on enseigne à grande envergure dans les écoles, puis partout dans les universités, dans les cégeps, jamais nulle part on va enseigner la création, on va tout le temps enseigner l'évolution. Mais imaginez si, un seul instant, l'évolution n'était pas vraie. Ce que je vais tenter de vous prouver par mes enseignements. Mais imaginez un instant que ça serait pas vrai. Mais imaginez comment que l'homme devrait se sentir face à ça. On devrait se dire, hey, mon ami,
C'est une espèce de grosse tromperie qu'ils nous ont faite là, tous les scientifiques. Puis le concept de l'évolution elle-même, en lui-même en fait. Donc, que face à l'homme, la théorie de l'évolution agit comme un imposteur en plus. Donc, face à la vraie science, face au Créateur, à Dieu, j'entends, et face à tous les hommes. Donc, est-ce que vous voulez m'accompagner dans ce voyage plein d'embûches, plein de mystères, ayant comme seul but la simple vérité? Si vous avez vu mon vidéo d'introduction sur toute l'étude, vous avez vu comment la vérité est importante. Eh bien, je vous invite à rester, à continuer à regarder la vidéo. Si ça vous interpelle pas, si vous n'êtes pas intéressé, ou si peut-être que vous avez déjà entendu l'étude, étant donné que je la donne à ma jeunesse. Ben, moi, ça me dérange pas tant que ça que vous quittiez la vidéo. Puis que vous le quittiez tout simplement. Mais continuez à le regarder, ça va avoir pour vous un paquet d'avantages. Parce que souvent, sur quoi on se base notre vie, ça va être une croyance. La croyance de d'où on vient, la croyance de comment qu'on est venu au monde, la croyance de en qui nous sommes vraiment, nous les hommes, puis pourquoi que nous sommes sur Terre. Puis là, je fais la comparaison entre l'évolution et la création, mais on peut le faire avec toutes les autres religions, là, toutes les autres croyances. Mais c'est ça, si on se base notre vie sur la croyance qu'apporte l'évolution, ben changer ça va non seulement changer votre point de vue de tout ça, mais ça va changer en plus toute votre vie. Donc, puis en passant, ouais c'est ça, le chapitre 1, je base mon étude sur un livre qui s'appelle, c'est justement Darwin, l'abominable imposture. Qui est un livre très intéressant. Puis le nom des chapitres sont tirés justement du véritable livre en question. Excusez-moi. Donc, chapitre 1, ce qu'ils en disent. Donc là, ce qu'on va voir en fait, c'est l'opinion de divers scientifiques à propos de l'évolution. Puis là, on n'ira pas juste voir l'opinion des scientifiques créationnistes. Parce que là, ça serait juste trop facile. On va aller voir de toutes les sortes de scientifiques possibles et imaginables. Puis de d'autres personnes aussi, pas juste des scientifiques. Donc, on va voir quelques commentaires de scientifiques qui sont sincères à propos de l'évolution. Vraiment, il y a ce type, William Robin Thomson, qui est né en 1889 et mort en 1972. C'est ce bonhomme-ci. Lui, c'est un entomologiste. Dans le fond, il étudiait les insectes. Donc, puis lui, il a dit, dans le préface de l'édition du centenaire de l'origine des espèces, donc dans le préface du livre à Darwin, il a écrit ça. Cette situation dans laquelle des hommes s'unissent pour défendre une doctrine qu'ils sont incapables de définir scientifiquement, et encore moins de démontrer avec toute la rigueur scientifique, essayant d'en maintenir le mérite auprès du public par la suppression des critiques et l'élimination des difficultés, cette situation est anormale et indésirable en science. Le succès du darwinisme a eu comme corollaire un déclin de la probité scientifique. Donc, ce qu'il dit dans le fond, c'est que il y a un tas de scientifiques qui s'unissent pour défendre l'évolution.
Mais l'évolution, ils sont même pas capables de la définir scientifiquement. Déjà en partant avec le Big Bang, on sait pas trop c'est quoi, d'où ça vient. Le Big Bang repose sur rien. Puis ils sont encore moins capables de le démontrer avec toute la rigueur scientifique, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de la science historique. Puis la science historique, à moins d'avoir été dans le moment de l'histoire qu'on étudie avec la science, ça va toujours rester des théories, parce qu'on n'était pas là, puis on n'a pas fait les expériences avec l'environnement ambiant de ce moment-là. On les fait dans notre temps, mais notre temps peut être bien différent de ce qu'il y avait avant. Puis ça peut engranger des résultats différents de ce qu'on peut penser. Puis on se base sur ça pour dire, voilà, ça c'est l'évolution. Puis, aussi, en plus de ça, ils sont pas capables de le définir scientifiquement, puis encore moins de le démontrer. Mais ils essayent d'en maintenir le mérite. Donc, par exemple, j'en ai parlé, ils l'enseignent partout dans les écoles. Fait qu'ils essayent d'en maintenir le mérite par la suppression des critiques. Donc, quand il y a des critiques, par exemple, qui viennent des créationnistes ou de d'autres personnes qui disent « Ah non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai », ben, ils vont pas en faire part, ils vont simplement les supprimer, ils vont les ignorer. Puis, ils éliminent les difficultés aussi. Parce que, par exemple, quand on va faire une découverte, puis que ça fait pas leur affaire, souvent, si le scientifique est pas honnête, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser de côté cette difficulté-là, puis il va pas en tenir compte. C'est pour ça que je dis que je disais dans la vidéo d'introduction que l'évolution c'est comme un gruyère. Il tient debout, ça s'écroule pas sur lui-même, comme le gruyère, mais c'est criblé de trous, de difficultés, puis de critiques qui viennent détruire un peu qui viennent détruire un peu la théorie. Mais encore là, en supprimant les difficultés puis les critiques, on donne l'apparence que c'est un beau fromage, c'est tout frais, mais dans le fond que c'est criblé de trous, que c'est pas très beau. Puis naturellement, une situation comme ça, c'est anormal, puis on veut pas ça en science. Donc, le succès de l'évolution, ça a eu comme corollaire un déclin de la probabilité scientifique, c'est-à-dire que ça a eu comme conséquence directe une baisse de l'honnêteté intellectuelle. C'est tout simplement ça. Ensuite, il y a un autre monsieur, T.N. Tamizian, dont je n'ai pas trouvé la date de naissance ni la date de mort. Mais étant donné qu'on trouve une photo, il ne doit pas être trop vieux. Donc lui, c'est un physiologiste. Dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il étudiait le fonctionnement du corps des organismes vivants. Donc par exemple, c'était son genre de travail, lui, de disséquer une vache pour savoir comment que fonctionnait son estomac. Donc lui a dit, dans un journal californien, le Fresno Bee, lui a dit « Les scientifiques qui vont de ci de là, enseignant que l'évolution est un fait de la vie, sont-ils de grands hommes de science? Ils sont de grands escrocs, et l'histoire qu'ils racontent est peut-être la plus grande mystification jamais rencontrée. » Là, on peut pas être vraiment plus clair. Ce qu'il est en train de dire là, Tamizian, c'est que ceux qui enseignent que l'évolution c'est un fait de la vie, que c'est prouvé, que c'est même plus rendu une théorie, que c'est plus un fait, est-ce qu'ils sont des grands hommes de science? Non. Puis même inconsciemment, parce que des fois ils l'affirment parce qu'on leur a affirmé puis ils ont jamais vérifié par eux-mêmes si c'était vraiment un fait de la vie, mais ils l'affirment quand même. Ben, ces hommes-là, même si ils le savent pas vraiment, sont de grands escrocs. Puis l'histoire qu'ils racontent est peut-être la plus grande mystification, c'est-à-dire le plus grand conte
du genre. Le plus grand mythe. Voilà. Ensuite, un autre. Søren Lothrop, qui était sûrement suédois vu son nom. Né en 1922, il n'est pas encore mort. Donc il doit être rendu à 90 ans assez facile. En 2015-93. Lui, c'est un biologiste puis un embryologiste. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il étudiait les organismes vivants. Puis, il faisait l'étude aussi des embryons. Donc, comment ils se développaient, comment que le zygote devenait un être vivant. Donc, il étudie ça. Puis, lui, ce qu'il a dit dans son livre il est intitulé Darwinist, je vous le dis en anglais, là, mais Darwinism, The Refutation of a Myth. Lui, il dit « Je crois qu'un jour le mythe darwinien sera tenu pour avoir été la plus grande supercherie dans l'histoire de la science. » Puis là, notez qu'il dit le mythe darwinien. Il dit pas l'évolution, il qualifie ça directement par un mythe. Puis, bon, supercherie, c'est comme une tromperie, c'est un mensonge, ben voilà. Ça veut tout dire. Ouais, je vous ai pas montré à quoi il ressemblait, c'est lui, là. Søren Lothrop. Donc c'est ça qu'il a dit. Ensuite, j'ai un autre homme. Lui, il s'appelle George Gellert Simpson, né en 1902 et mort en 1984. C'est lui. Puis lui, c'est un paléontologue. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il étudie les fossiles. Mais lui, c'est un évolutionniste. Il croit à l'évolution. Puis lui, ce qu'il a dit, il étudie les fossiles, puis c'est un évolutionniste. Ce qu'il a dit, c'est dans une il a dit ça dans un article dans un magazine, le Science Magazine. Le Science Magazine. Lui a dit George Gellert Simpson, il a dit les archives fossiles montrent très clairement qu'il n'y a généalogiquement aucune ligne centrale reliant d'une façon régulière et directive un protozoaire à l'homme. Donc, ce qu'il dit, puis ça, on enseigne le contraire de manière flagrante dans toutes les écoles. On me l'a enseigné, à mon école, moi, au cégep. Mais lui, il dit le contraire. C'est un paléontologue, il est là dans les fossiles, c'est un évolutionniste, puis lui, il dit que il n'y a aucune preuve dans les fossiles qui dit que une unique cellule a évolué pour devenir un homme. C'est un évolutionniste, je vous le rappelle, je vous le redis encore, et c'est un expert des fossiles qui dit ça. Donc, il n'y a pas vraiment de personne mieux placée que lui pour dire ça, puis en plus, c'est un évolutionniste. Donc, ça frappe, surtout pour ceux qui disent le contraire. Ensuite, il y a Henry Madison Morris, que lui, bon, il n'a pas trop rapport dans la science, mais c'est un ardent créationniste. Il était ingénieur civil, en fait. Puis lui, il dit, dans son livre, That their words may be used against them, lui, il dit, il y a actuellement des milliers de scientifiques qui sont devenus créationnistes et au cours des 20 dernières années, les évolutionnistes, au cours de centaines de débats avec des créationnistes, ont régulièrement perdu la face. Et le créationnisme continue de gagner un nombre considérable d'adhérents. Donc ça, c'est important à noter. Parce qu'imaginez la chose. Si supposons, puis c'est le cas pour l'évolution, on enseignait rien qu'une chose dans les écoles. Alors, le nombre de personnes qui devraient croire à cette chose-là, ça serait la majorité. Ça serait tout le monde, puisqu'on enseigne juste ça. Puis la question qu'on se pose, en fait, c'est... Puis la question que je vous pose, parce que c'est quand même important, si tout ce qui est enseigné dans les écoles, c'est l'évolution,
Pourquoi alors que tous les scientifiques ne sont pas évolutionnistes? Pourtant, Morris il vient de dire que il y a des milliers de scientifiques qui sont créationnistes, qui le sont devenus. Ça veut dire qu'ils étaient évolutionnistes avant, puis qu'ils ont changé pour être créationnistes. C'est pas le contraire. Puis ils étaient pas créationnistes à la base, ils étaient évolutionnistes, sont devenus créationnistes. Puis il dit aussi qu'au cours des 20 dernières années, les évolutionnistes ont perdu des centaines de débats avec les créationnistes. Puis les créationnistes, ils continuent d'adhérer à un grand nombre d'adhérents. Donc de personnes qui commencent à y croire. Fait que, la question que je vous pose là, c'est: est-ce que vous pensez vraiment que la vérité se situe dans l'évolution? Même si... il n'y a pas de même ici là. Je repose ma question. Vous croyez vraiment que l'évolution c'est la vérité? Alors que c'est la seule affaire qui est enseignée dans les écoles, mais que des créationnistes qui continuent... que des évolutionnistes qui continuent à devenir créationnistes en fait? C'est vraiment incroyable. Peut-être pas pour vous. Ok. Ensuite, j'ai un autre gars qui s'appelle John William Dawson. Lui, c'est un géologue. Ce qu'il fait, c'est qu'il étudie la Terre. Donc, comment que s'est formé les roches, comment fonctionnent les plaques tectoniques, tout ce qui a rapport à la Terre. C'est lui. Lui est né en 1820, mort en 1899. Lui a dit, dans son livre encore The Origin of the World According to Revelation and Science, il a dit: si l'univers s'est fait tout seul, la raison est détrônée. Aucun être intelligent ne peut l'admettre. Il est lamentable que des hommes de science enseignent ces absurdités à une multitude incapable de vérifier leurs dires, mais qui apprête à en expérimenter les résultats immoraux qui la conduisent au matérialisme et à la bestialité. Donc, ce qu'il est en train de dire, là, imaginez, là, l'univers s'est fait tout seul. C'est ça que nous dit l'évolution. Mais là, la raison est détrônée. Parce que là, d'où viendrait la raison? Bon, on le sait pas. D'où viendrait l'intelligence? Bon, on sait pas. Parce que dans le fond, les petites cellules qu'il y avait au début, selon l'évolution, là, il n'y avait aucune intelligence. Mais d'où serait venue cette intelligence? Ça, personne ne pourrait le dire. Personne pourrait le dire. Puis personne pourrait se l'admettre. Quelqu'un qui est moindrement intelligent pourrait réfléchir et dire: ouais, mais d'où qu'elle vient cette intelligence-là? Elle n'est pas venue tout seul. C'est pas vrai. Puis là, des hommes de science qui sont dans la science pour découvrir la vérité puis pour le dire aux autres, pour partager aux autres ce qu'ils découvrent, des hommes de science, ils vont enseigner ça, que l'univers s'est fait tout seul, ils vont enseigner l'évolution à une multitude qui sont incapables de vérifier leurs dires. Ça, c'est tellement vrai. Vous voyez, dans les écoles, c'est juste ça qu'on enseigne. Puis, la session passée, j'étais dans mon cours de biologie. Puis là, le prof il commençait à parler des preuves de l'évolution. Moi, j'ai fait un peu de recherche, fait que moi, je sais que parce que pour tout faire cette étude-là, il faut faire quand même un peu de recherche. Ça vient pas tout seul. Mais, quand même, là, le prof a commencé à raconter que ça c'est une preuve, ça c'est une preuve, ça c'est une preuve. Mais moi, je savais que toutes les choses qu'il disait, c'était pas vrai. Que oui, ça a un certain sens, mais que ça a beaucoup plus de sens si ça prouvait autre chose. Ça a l'air un peu vague de même. Je vais m'expliquer dans les prochaines études. On aura l'occasion de revenir sur ce que l'évolution dit que c'est quoi ces preuves. Puis dans le fond, c'en est pas.
Puis toutes les personnes de ma classe, ils écoutaient le prof. Un peu l'air bête. Un peu genre comme ah ouais d'accord. Puis il avalait toutes les absurdités qu'il nous disait. Mais est-ce qu'il y avait seulement un petit moyen de vérifier véritablement ce qu'il leur disait? Bon, c'est sûr, notre livre de biologie disait la même chose. Mais on va le voir, même les livres de biologie peuvent se tromper. C'est humain. Donc, naturellement, la majorité du monde, ils n'ont aucune manière de vérifier si ce qu'on nous dit c'est vrai ou non. Moi, j'ai la capacité de le faire. Parce que je suis déjà pas dans un sens prédestiné, mais je veux dire, j'ai une prédisposition, c'est ça, j'ai une prédisposition à comme vraiment chercher la vérité, puis à faire des recherches. Il y en a du monde que faire des recherches, ça les ennuie, puis il y a mieux faire autre chose. Mais tu sais, moi, ça me passionne. Donc pour des personnes, pour moi, c'est plus facile. Mais c'est pas la majorité qui est comme moi. Puis, ce que ça engendre, ça, l'évolution, c'est le matérialisme. C'est-à-dire, bon, ben, si on vient du pur hasard, si on a été créé avec le temps, si on vient du poisson, ben, on va jouir des choses sur Terre, on va jouir de ce que l'évolution nous dit qui est vrai. Parce que l'évolution ne dit pas que, il y a un côté spirituel ou un côté invisible. L'évolution prône, dit que tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, c'est tout ce qui est palpable, tout ce qui est détectible avec nos 5 sens. Détectable avec nos 5 sens. Donc naturellement, la conséquence directe, c'est que si on croit à ça, c'est qu'on va être porté à essayer de jouir des choses directes, matérielles de la vie, sans chercher plus loin. Puis ça, c'est le matérialisme. C'est qu'on cherche tout le temps à aller chercher les biens matériels. Puis ça conduit aussi l'évolution à la bestialité. D'après vous, selon quel principe Hitler a voulu éliminer les Juifs? Certainement pas à partir de la création. Je vais en reparler, mais Hitler s'est servi d'un processus de l'évolution pour tenter d'éliminer les Juifs. Ce qui n'a pas marché, heureusement. Mais ça, c'est totalement bestial. Ensuite, j'ai un autre bonhomme, un athée quelconque. Donc, vous voyez ici le symbole des athées. Il y a un athée qui disait: même s'il n'y avait aucune preuve réelle en faveur de la théorie darwinienne, nous aurions quand même raison de la préférer à toute autre théorie rivale. Ça revient un peu à ce que je disais. Même si l'évolution aurait aucun sens, même si l'évolution, ça serait juste ça serait juste des mensonges, puis ça serait n'importe quoi. Même s'il n'y avait aucune preuve en faveur de la théorie, ben, il y a une grande majorité qui serait quand même prêt à y croire. Simplement parce qu'on leur a jamais enseigné autre chose. Puis ça, pour ceux qui m'écoutent et qui sont pas chrétiens, pour ceux qui croient pas à la création, c'est sûrement votre cas. Puis c'est cette manie-là un peu de croire aveuglement que je veux essayer de faire. Ensuite, un autre athée, encore le même logo, il disait: de plus, ce matérialisme-là, là j'ai parlé du matérialisme tantôt, entendez l'évolution, là. Donc, de plus,
Ce matérialisme-là est un absolu, car nous ne pouvons pas admettre un pied divin dans l'embrasure de la porte. Donc là, non seulement, même s'il n'y avait aucune preuve pour l'évolution, non seulement ça, mais aussi, ils voudraient croire à rien d'autre parce que ils veulent pas admettre un Dieu. Ils veulent pas admettre un Dieu. Puis peut-être que c'est votre cas. Vous voulez pas admettre qu'il existe un Dieu. Mais je pense qu'il est temps de changer ça. Puis de commencer à se demander s'il y a vraiment un Dieu. Je vous impose rien. Parce que vous êtes libre de quitter cette vidéo à tout moment. Mais, si vous êtes quand même prêt à réfléchir sur ça, je vous dis déjà bravo. Ensuite, un autre gars, Michael Bay, né en 1952. Il n'est pas encore mort naturellement, il a 50 quelques ans, 60. Lui, il disait dans son livre Denying Darwin, David Berlinski and Critics, Commentary Magazine. Donc ça, c'est... Ah non, c'est un magazine. J'avais mal lu mes notes. Peu importe. Lui a dit, Michael Bay a dit, il est étonnant que les revues scientifiques ne contiennent aucune explication concernant le processus de l'évolution. Donc là, imaginez n'importe quelle revue scientifique qui parle de l'évolution. Jamais ils vont te dire comment que ça marche l'évolution. Ils vont te dire ça c'est ça, ça c'est ça. Ils vont te montrer une image. Ils vont parler un peu de comment c'est ça. On va te dire tel animal a évolué en tel autre. Mais on va jamais te dire comment que ça marchait. Fait comme la science doit être à la base de ces revues et que des explications darwiniennes en sont absentes, là c'est toujours c'est toujours ce qu'il disait là. Sa citation. Donc, il disait, comme la science doit être à la base de ces revues et que des explications darwiniennes, c'est-à-dire évolution, là, que des explications darwiniennes en sont absentes, le darwinisme n'est donc pas de la science. Donc là, c'est fort. Puis il y a beaucoup de monde qui pourrait chialer d'après cette expression-là. Mais, souvent, c'est ce que l'évolution va faire. Les évolutionnistes vont affirmer des choses sans le prouver. Ils vont affirmer des choses... puis ils vont prendre certaines autres choses pour acquis. Ensuite, un autre homme, Michael Ruse, 1940, n'est pas encore mort. Donc lui, c'est un philosophe de la biologie. Ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il étudie l'histoire de la biologie. Lui, c'est un évolutionniste et il est athée. C'est lui. Peut-être l'avez-vous déjà vu à quelque part. Lui, il dit dans son livre, je crois, How Evolution Became a Religion, Creationist Correct, avec un point d'interrogation à la fin. Non, c'est... Ah non, c'est un journal encore. En tout cas, c'est un article que lui a écrit. Puis lui, évolutionniste et athée, il dit « L'évolution est une religion. » Athée, puis il dit ça. Cela était vrai de l'évolution au début, et c'est toujours vrai encore aujourd'hui. Donc vous tous donc tous ceux qui m'écoutent, qui se disent athées, puis qui croient à l'évolution, ben vous l'êtes pas en réalité. Parce que vous croyez en l'évolution est une religion. Lui, il le dit, Michael Ruse. Donc vous n'êtes pas athée. Ensuite. Ouais, c'est tout pour les opinions des scientifiques. Et puis vous, quelle est votre opinion? Si vous n'avez pas une opinion, ou que vous n'avez pas, ou si vous avez une opinion mais qu'elle est disons faible, on va en construire une ensemble. Donc, chapitre 2.
les musées vitrines de l'imposture. Donc, trompons leurs yeux. Donc, ça fait référence au musée. J'avais parlé des musées au début, mais on va y revenir. Ben, il vous faut savoir qu'il y a plein de trompe-l'œil dans les musées. Les textes, les dessins, les diagrammes, puis toutes les autres illustrations. Souvent, ils vont avoir toutes des trompe-l'œil là-dedans, pour faire à croire qu'il y a vraiment eu l'évolution. C'est comme arrangé comme avec le gars des vues, comme je disais au début. D'ailleurs, Colin Patterson, né en 1933, mort en 1998, lui, qui était le conservateur du British Museum, donc un des musées les plus réputés au monde. Lui était paléontologue. Puis, lui, ce qu'il disait, c'est... attendez un instant... Ah ouais, c'est ça. Je viens de me rappeler dans mes notes. Non, c'est ça. Lui, c'est ça qu'il affirmait. Qu'il y avait plein de trompe-l'œil. Donc là, ça vient pas de moi, ça vient de lui. C'est lui qui affirmait ça. Que souvent, c'était le cas. Puis c'est un évolutionniste. Ensuite, on a parlé des fossiles un peu plus tôt, comme quoi qu'il n'y avait aucune preuve. Puis si vous avez entendu dire que, ah non, si, il y a une preuve, ben, dans les fossiles, il y a un gros problème. Parce qu'en fait, pour que vraiment ça puisse apporter la preuve de l'évolution, il faudrait que entre deux espèces qu'on dit l'une ancêtre de l'autre, il faudrait qu'il y ait des milliers de fossiles entre chaque pour comme prouver qu'il y a vraiment une évolution progressive. Donc, même Charles Darwin, il disait « A very obvious difficulty, an abominable mystery ». Donc, en français, ça fait une difficulté vraiment évidente, un mystère abominable. Fait puis, naturellement, Darwin, il espérait qu'avec avec l'amélioration de la science, on finirait par trouver des milliers puis des millions de formes de transition. Ce qu'on appelle les formes de transition, c'est les... quand je parlais de fossiles entre chaque qui prouveraient l'évolution, on appelle ça des formes de transition. Ou les formes intermédiaires, comme il est marqué à l'écran. Mais, malheureusement pour Charles Darwin, le problème des formes intermédiaires, il persiste toujours. D'ailleurs, pour donner un exemple, imaginez un casse-tête. Je sais pas si vous avez déjà fait un casse-tête de 1000 pièces. Là, je vous demande combien d'heures ça vous a pris à faire. Moi, j'ai jamais fait un casse-tête de 1000 pièces. Je pense que j'en ai déjà fait un de 500 pièces, mais ça m'avait pris de 3 à 4 heures à le faire. Même plus, ça faisait longtemps, j'étais plus petit, j'étais plus jeune. Imaginez un casse-tête de 1000 pièces, c'est quand même plus long à faire. Mais là, imaginez que les fossiles, c'est pas un casse-tête de 1000 pièces, mais c'est un casse-tête de 10 millions de pièces. Imaginez, si tu essayes de toutes les emboîter, ah, ça marche pas, peut-être que ça marche ici, ah, ici, on dirait que ça marche, mais ah, il y a des petits signes qui disent, ah, non, finalement ça marche pas. Puis là, c'est une espèce de casse-tête de fou. Mais en plus, la grande majorité des morceaux, on les a perdus. Ça, c'est le cas un peu de l'évolution. Parce qu'il affirme des choses, il affirme que tel morceau de casse-tête va avec celui-là. Mais dans le fond, ça marche pas parce qu'il manque d'autres morceaux de casse-tête pour venir compléter le tableau. C'est un peu le cas de l'évolution. Puis d'ailleurs,
une chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Puis même pendant mon cours de géologie, quand on abordait les aires géologiques, ce phénomène-là, le prof avait passé par-dessus parce qu'elle ne voulait pas en parler. J'ai dessus de... Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'explosion cambrienne. C'est, selon la théorie de l'évolution, une apparition soudaine. Ça, c'est vraiment soudain, là. Il n'y a pas eu d'ancêtre apparent. Il n'y a pas eu de forme de transition avant. C'est une apparition soudaine de plein de bestiaires, de plein d'animaux comme ça. Plein d'animaux comme ça. Puis on s'entend que c'est des choses qui sont assez compliquées. C'est des organismes complexes. Puis sont totalement fonctionnels. Puis ce que l'évolution n'arrive pas à expliquer, c'est comment ça se fait que c'est arrivé comme ça. Puis souvent, puis ça va être pour la majorité le cas, ils vont passer à côté, ils vont réduire sous silence ce problème-là, comme mon prof de géologie a fait. Ensuite, il y a des évolutionnistes que pour pallier ce problème-là, puis ce problème-là arrive pas juste avec l'explosion cambrienne, ça arrive un peu partout. Ils ont inventé une théorie, ça s'appelle l'équilibre ponctué. Donc dans le fond, ce que ça dit, c'était cette théorie-là, c'est que les espèces sont restées fixes pendant très très longtemps, pendant des millions d'années, puis que après ça, ils ont fait des sauts évolutifs si rapides qui ont laissé aucune trace dans les fossiles. Donc là, on s'entend, ça dénote d'un grand embarras, puis ça n'a aucun sens. Donc, ils voulaient donner à la théorie de l'évolution un air un peu comme ça, un air d'à peu près équilibre, mais ça ressemble plutôt à ça. Quelque chose de croche. C'est croche leur affaire. Ensuite, le cas de la baleine. Ah, le cas de la baleine, que je l'aime, le cas de la baleine. Ce que les évolutionnistes disent pour la baleine, c'est que des animaux terrestres, que par des circonstances qu'ils ignorent, des circonstances mystères, ils ont été obligés de se jeter à l'eau. Puis en se jetant à l'eau, au fil d'évolution, puis en retournant sur Terre, ben là, sont devenus des baleines. Donc, l'image qui est là, c'est ce que les évolutionnistes disent un ancêtre de la baleine, un genre de forme intermédiaire entre les mammifères terrestres et la baleine. Mais là, imaginez que vous êtes dans un musée. Puis là, vous voyez une baleine avec des pattes sur une image, comme ça. Ok, je vous montre ça. Puis là, vous demandez au surveillant, vous me demandez, mais où est-ce que tu as trouvé un tel fossile? Parce que naturellement, c'est un fossile, là. C'est pas une image comme ça, là. C'est... Je veux dire, il y a le fossile, puis il y a l'image en dessous. Pour montrer, bon, cet animal-là, c'est le fossile qui est là. Puis là, vous demandez au surveillant, vous me demandez, où a été trouvé un tel fossile? Mais là, le surveillant répond, je vous réponds, nulle part. Mais comme il y a eu évolution, c'est l'ancêtre de la baleine. Mais là, vous répondez, mais comment est-ce que vous savez qu'il y a eu évolution? Fait que là, c'est comme si je répondrais, mais regardez la photo. Je sais pas si vous comprenez un peu le raisonnement des évolutionnistes. C'est un raisonnement circulaire.
c'est... Regardez la photo. Ça, c'est l'ancêtre de la baleine. Puis là, vous me demandez... Vous me demandez, ouais, mais où est-ce que tu as trouvé un tel fossile? Ouais, bon, on l'a trouvé nulle part, mais comme il y a eu évolution, c'est l'ancêtre de la baleine. Là, vous me demandez, mais comment qu'il y a eu évolution? Ah, mais regardez la photo! Mais là, vous regardez la photo. Mais où est-ce que tu as trouvé un tel fossile? Tu vois, c'est un raisonnement qui tourne. Un raisonnement circulaire qu'on appelle, qui arrête plus. Puis, c'est pour ça que les évolutionnistes, il faut faire attention avec ce qu'ils disent. Souvent, quand ils commencent à vous montrer des êtres de transition, ça peut être difficile, ça peut être faux. Donc, donc un autre exemple de ça, c'est que les évolutionnistes, ils vont dater les roches en se servant de fossiles index. C'est-à-dire des fossiles qu'on dit, bon, ce fossile-là a telle année. Donc, ce fossile-là a telle année, bon, ben, cette roche-là a telle année aussi. Mais, le fossile en question, là, il a été trouvé où? Il n'a sûrement pas été trouvé dans l'espace. Il a été trouvé dans une roche. Fait que comment qu'on a pu déduire que le fossile avait tant d'années? C'était en étudiant la roche. Mais là, on date la même roche, peut-être pas à la même place, mais la même roche, avec le même fossile. Donc, c'est le genre de raisonnement circulaire qui ne marche pas, que les évolutionnistes font. Donc, la baleine aurait évolué à partir de mammifères terrestres au cours d'une série d'allers-retours, terre-mer. On en compte 7 en fait. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des êtres mi-vache, mi-baleine, des trucs qui ressemblent à... Bon, peut-être pas à ça. Puis en passant, c'est pas une histoire, c'est pas une image que j'ai trouvée sur internet, j'ai fait un collage. Donc on fait des êtres mi-vache, mi-baleine. Puis là, on s'en va construire des animaux comme ça. Puis qu'on leur donne des noms qui sont très très scientifiques. Posons ça, on dit, ah, ça c'est un mésonichide. Puis il a vécu il y a 55 millions d'années. Ça, on va dire, après ça, il a suivi cet animal-ci, l'Ambulocetus. 50 millions d'années plus 50 millions d'années. Il y a 50 millions d'années en fait. Alors ça on dit, il y a eu cet animal-là, qui est le Rhodocetus, 46 millions d'années. Et enfin, oh, lui il est plus proche, le Prosoglodon, il y a 40 millions d'années. Puis le public avale toutes ces absurdités sans ronchonner, sans même se demander si c'est vrai ou non. Parce qu'on nous l'affirme, parce que, ah oui, je crois ça, d'accord. Parce qu'on nous l'a enseigné. Donc, j'en ai fini avec la baleine. On va maintenant passer au cas du cheval. Parce que bien entendu, le cheval, c'est un cas très très précis. C'est quoi que j'ai ici? Donc le cheval, on dit qu'il aurait évolué à partir de l'Éohippus. Le petit cheval tout à gauche. Puis qui est environ de la taille d'un lapin. Puis qui est semblable au daman. C'est-à-dire à cet animal-là. Je veux dire, pas en morphologie, mais je veux dire au niveau de la tête ou au niveau de la taille. Puis là, on dit que l'Éohippus, ce petit cheval-là, qui est tout petit, qui est genre gros comme un chat, peut-être même plus petit parfois,
aurait évolué au cours de succession, si on revient à l'image précédente, aurait évolué pour devenir le cheval qu'on connaît aujourd'hui. Mais la seule affaire, la seule chose, c'est qu'il y a des difficultés avec ça. Il y a des contradictions. Par exemple, on retrouve dans la même strate de roche, ça c'est ce qu'on appelle l'Oedipus, on retrouve dans la même strate, on a déjà retrouvé dans la même strate de roche l'Oedipus et deux espèces de cheval modernes, l'Equus nevadensis et l'Equus occidentalensis. Donc, selon le nom des chevals modernes, sûrement que la même strate de roche était aux États-Unis. C'est un nom dans le Nevada, parce que c'est l'Equus nevadensis. Mais on a retrouvé celui-ci et celui-là dans la même strate de roche. Donc, normalement, puis je veux dire, ça, aucun scientifique vous dira le contraire, les deux auraient dû vivre à la même période. Mais ça, bien entendu, quand on enseigne l'évolution du cheval, on élimine ces difficultés comme celle-là. Puis il y a quelque chose d'encore plus frappant, c'est qu'en Amérique du Sud, on a trouvé l'ordre inverse de chevaux. On a trouvé le cheval moderne dans les strates les plus basses, c'est-à-dire que le cheval moderne était plus vieux. Puis là, au fil des strates, on a trouvé tout en haut l'Oedipus, ce qui veut dire qu'il était le plus récent. Donc là, l'évolution du cheval, là, ça marche plus du tout, ça marche pas. Puis d'ailleurs, si on pourrait donner une explication raisonnable du cas qu'il y a plusieurs animaux qui ressemblent au cheval, même s'ils ne sont pas exactement pareils, on pourrait dire que le cheval, puis tout ce qu'on dit ses ancêtres, c'était juste comme une race de chien ou une race de chat. Donc vous savez, dans la famille des chiens, ben, il peut y avoir le bulldog, il peut y avoir le caniche, il peut y avoir le Saint-Bernard, il peut y avoir le labrador. Mais on va pas dire pour autant que le chihuahua, il va devenir le dalmatien. Juste parce que le chihuahua est plus petit et que le dalmatien est plus grand. Ben, pour le cheval, l'Oedipus qui est tout petit, étant donné les difficultés qu'on rencontre, puis les exceptions qu'on rencontre, on peut plus dire que l'Oedipus est devenu le cheval moderne. Non, c'est juste des races différentes. Des divergences au sein de la même espèce. La même affaire que les chats. Puis, vous vous souvenez de lui? De cet évolutionniste? Je vous rappelle son nom, c'est George Gaylord Simpson. Puis lui, il a dit dans son livre Life of the Past, il lui a dit: l'évolution du cheval, si chère au cœur de générations d'auteurs de manuels scolaires, n'a jamais existé dans la nature. Donc lui, un évolutionniste, un expert des fossiles, a dit que l'évolution du cheval a jamais existé. Donc je pense que ça vient de clore pas mal le débat. Bon, on peut pas vraiment considérer que c'est un débat, mais ça vient de clore décidément notre discussion sur le cheval. Ensuite, j'ai un dernier cas. En fait, je pense bien parce que là, ça fait déjà 1 heure de vidéo que je fais. Ça va finir bientôt. Dernier cas, l'Archéoptérix. Donc, c'est cet oiseau-ci. Puis en fait, selon l'évolution, l'Archéoptérix serait mi-dinosaure, mi-oiseau. Ce qu'on dit de l'Archéoptérix, c'est que c'est une des formes de transition qu'il y aurait entre le dinosaure
et l'oiseau. Donc par exemple, entre le vélociraptor, un carnivore dinosaure, et entre, par exemple, la poule ou n'importe quel autre oiseau que vous imaginez, là, il y aurait l'Archaeopteryx. Sauf que, selon différentes études, l'Archaeopteryx était capable de voler. Donc, selon l'évolution, il n'était pas capable de voler. Il pouvait se percher aux arbres, il pouvait monter les arbres, mais il n'était pas capable de voler sur une grande distance. Mais l'Archaeopteryx était capable de voler, comme un oiseau normal. Ce qui voulait dire que c'était un oiseau à part entière. Puis en fait, tout démontre que vraiment, ça c'est un crâne d'Archaeopteryx, puis ça ressemble pas à un crâne de dinosaure. La morphologie du crâne, si on oublie les dents, puis si on met si on y met un bec, eh bien, ça fait un oiseau. Puis d'ailleurs, ces dents comme beaucoup d'oiseaux disparus. Et ces mandibules, c'est-à-dire j'ai entouré dans un encadré rouge ce que c'est les mandibules. Les mandibules, c'est comme la partie supérieure et inférieure du bec. Donc les mandibules inférieures et supérieures étaient mobiles. Tandis que chez les reptiles, les mammifères, c'est seulement inférieur. Essayez de bouger votre mâchoire supérieure, vous ne serez pas capable. Il y a juste les oiseaux qui sont capables de faire ça. Puis l'Archaeopteryx était capable de faire ça. Ça, je parle toujours au nom de des mêmes études. Puis en plus, aussi, l'Archaeopteryx avait le même système respiratoire que des oiseaux modernes. Donc il y a comme plusieurs preuves qui disent que l'Archaeopteryx n'était pas un dinosaure ou une forme de transition entre le dinosaure et un oiseau, mais était vraiment un oiseau. Puis il y a bien plus encore de preuves pour soutenir ça, mais que je ne vais pas vous mentionner parce que là, la vidéo commence à être long. Donc là, je crois pour finir, mais je suis pas sûr. J'ai ici James Alvin Jensen, qui est un paléontologue. Puis lui, il a découvert des fossiles d'oiseaux modernes dans la même strate que l'Archaeopteryx. Ce qui voulait dire que nécessairement, les oiseaux modernes vivaient en même temps que l'Archaeopteryx. Et nécessairement, c'est que l'Archaeopteryx ne pouvait pas être l'ancêtre des oiseaux modernes. Tout aussi simple que ça. Donc, en conclusion, ça va pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que peut-on conclure? Voyons voir. Donc, tout est mis en œuvre pour tromper le citoyen moyen. Là, je vous ai parlé des musées, je vous ai parlé dans les écoles, on élimine les difficultés, on fait la suppression des critiques, on met des trompe-l'œil dans les musées, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Puis ensuite, qui est le citoyen moyen? Ben, c'est nous, c'est tout le monde, c'est vous qui regardez la vidéo. C'est toi toi qui regarde mon vidéo, qui regarde mon enseignement. C'est toi le citoyen moyen. Puis on veut te tromper. C'est ça que les évolutionnistes veulent faire. Pour pas que leur théorie tombe. Donc, c'est celui qui ne peut pas, sans beaucoup de recherche ou un bac en sciences, vérifier ce qu'on nous dit. Donc, c'est nous tous. Sans beaucoup de recherche, sans un bac en sciences. Voilà. Ensuite, sans difficulté, étant donné qu'on ne peut pas vérifier ce qu'on nous dit, sans difficulté, ils nous font croire que l'évolution est vraie, à l'aide d'arguments fallacieux et fantaisistes.
Là, j'étais à regarder dans les musées. Puis c'est fou, là. Puis l'évolution est largement diffusée dans les écoles et même dans les universités. Donc, prochaine étude, qui va être dans 2 semaines, je vous le rappelle. Je regarde la date, là. Le 20 février. Donc, notre prochaine étude, prochain rendez-vous, 20 février. Ça va être les hommes singes. Ont-ils vraiment existé? Puisque ce qu'on nous dit, ce que les évolutionnistes disent, c'est qu'il y a beaucoup d'arguments en faveur des hommes singes. Eh bien, prochaine étude, prochain épisode, nous examinerons ce point de plus près. Allez, c'est déjà la fin. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à suivre la série si vous avez vraiment aimé ça. Sinon, ben écoutez, peut-être que ça va... peut-être que vous voudrez continuer à regarder les autres vidéos une fois que vous serez prêt à les regarder. Si supposons vous êtes comme fâché contre moi ou peu importe. En tout cas, la vidéo a déjà assez duré, ça fait quand même 1h05 plus que ça dure. Donc, moi je vous dis au revoir. On va se revoir pour un prochain enseignement. Allez, salut tout le monde!